Avant de démarrer, je voudrais rappeler un résultat que vous avez vu au lycée quand vous étiez en train d'étudier les suites arithmétiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique, hein? C'est une suite de nombres et chaque terme dans cette suite s'obtient à partir du terme précédent en rajoutant toujours la même constante. Donc par exemple, si vous regardez les entiers consécutifs, 1, 2, 3, 4, etc., vous voyez bien chaque terme, vous l'obtenez à partir du précédent en rajoutant plus 1. Vous avez vu une formule qui vous donne la somme des termes consécutifs dans une suite arithmétique. Alors en particulier ici, vous avez la suite des entiers consécutifs, 1, 2, 3, 4, voilà, vous les additionnez tous jusqu'à n. La valeur de cette somme, comment vous faites? Vous prenez le premier terme plus le dernier terme, 1 plus n, ici, fois le nombre de termes, n divisé par 2. Voilà, donc une formule très importante à retenir qui va beaucoup nous servir pour le cours d'aujourd'hui, le cours numéro 2 sur le test de Wilcoxon, et on va la réutiliser au prochain cours, le cours numéro 3 sur le test de Mann-Whitney. Et regardez les sujets d'anal sur Moodle, très souvent on peut vous poser des questions utilisant cette formule. Le test de Wilcoxon qui va nous occuper aujourd'hui est un raffinement, une amélioration du test des signes qui avait été traité la semaine dernière. Dans le test des signes, quelle était la situation? Donc vous aviez une collection de nombres, des résultats d'une expérience des nombres que j'ai représentés ici par les petits traits en bleu, les petits tirets en bleu. Voilà, je les ai représentés sur un axe, l'axe des valeurs réelles, et ces nombres, donc il y en avait des positifs et des négatifs. Là, vous les voyez qui se répartissent autour de 0. Donc pour le test des signes, la statistique grand S consistait simplement à compter combien on avait de valeurs strictement positives. Simplement, quand on se contente comme ça juste de comptabiliser les valeurs positives, on se rend compte qu'on accorde autant d'importance au nombre qui est ici. Là, vous le voyez, le nombre ici proche de 0, eh bien on le compte dans notre dénombrement au même titre que ce nombre positif ici qui est très loin de 0. D'accord? J'aurais envie de dire ce nombre positif là très grand, il est plus «positif» entre guillemets en quelque sorte que ce nombre ici qui est proche de 0. Vous voyez ce nombre là qui est tout près de 0, à une erreur de mesure près, on pensait qu'il était négatif et on ne le prenait pas en compte. C'est pas tout à fait équitable de donner la même importance, de compter au même titre, ce nombre ici proche de 0 et celui qui est loin de 0. Voilà, donc c'est ce petit défaut du test des signes qu'on va reprendre ici et retravailler, et donc on va affiner la méthode qu'on a vue la semaine dernière, de façon à la rendre un peu plus équilibrée. Donc on va affecter des coefficients aux différents individus, de telle sorte que les individus qui sont proches de 0, ils aient des petits coefficients pour avoir moins de poids dans le décompte que les individus qui sont loin de 0. Il y a un autre bémol, là, une autre critique qu'on pourrait faire sur le test, des signes. Donc on compte le nombre de valeurs positives dans le test des signes, et puis les valeurs négatives, bon, on les laisse complètement tomber, elles n'interviennent pas, elles n'ont aucune influence. Il faudrait quand même leur faire, jouer un rôle, hein. Donc on garde pour le test de Wilcoxon, on repart sur cette idée de décompte des valeurs positives. On essaye d'ajouter 2 nuances. D'abord des coefficients pour que les termes, les nombres vraiment très positifs aient plus de poids, et puis essayer aussi d'avoir une influence indirecte des autres valeurs, des valeurs négatives pour qu'elles ne soient pas, simplement carrément, jetées. Alors pour n'importe quel nombre, qu'il soit positif ou négatif, donc il va falloir prendre en compte sa distance à l'origine. La distance à l'origine, elle est, donnée par la valeur absolue, hein. Regardez, mettons pour ce nombre ici, je prends l'exemple d'un nombre négatif, mais on raisonnerait de la même façon pour un nombre positif. Sa distance à l'origine, la longueur là du segment en orange, c'est la valeur absolue. Voilà, donc on va se servir des valeurs absolues pour attribuer des coefficients aux différents individus. Les gens qui ont des petites valeurs absolues, ils auront un petit coefficient, et les gens qui auront des grandes valeurs absolues se retrouveront avec des grands coefficients. Alors l'idée, ça va être de numéroter par ordre croissant les valeurs absolues. Donc les plus petites valeurs absolues, elles auront des petits numéros, et les grandes valeurs absolues, elles auront des grands numéros. On va voir ça tout de suite sur cet exemple que je vous avais préparé dans le plan de cours. Donc c'est un exemple très petit, un petit échantillon de taille 6. Donc vous avez des valeurs négatives, des valeurs positives. Donc cet échantillon, si on le traitait avec le test des signes, on se contenterait de compter combien il y a de valeurs positives. Donc pour le test des signes, la statistique grand S, sa valeur observée, c'est petit s égale 2.
Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'avoir un peu plus de nuances, de faire une étude un peu plus fine et on va prendre en compte pour chaque individu sa distance par rapport à l'origine, c'est-à-dire sa valeur absolue. Voilà, donc c'est ce qu'on obtient sur la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, elle est très facile à obtenir, il faut juste recopier les termes en laissant tomber les signes moins. Et maintenant, on va numéroter par ordre croissant ces valeurs absolues. Par exemple, à 1,3, voilà, c'est la plus petite, donc l'individu correspondant, c'est lui qui est le plus proche de 0. Il aura un petit coefficient, on va lui donner le numéro 1. Après, vous avez la valeur absolue 1,4, numéro 2, puis 1,6, elle aura le numéro 3. Vous voyez, les valeurs absolues vont en grandissant, c'est des individus où la distance à l'origine est de plus en plus importante et leur coefficient augmente. Donc après, on a 1,7, le numéro 4, 2,1, le numéro 5, et pour terminer, la plus grande valeur absolue, le terme le plus éloigné de 0, voilà, valeur absolue 2,5, elle a le numéro 6. Donc un risque d'erreur très fréquent à ce niveau, hein. Il faut faire très attention de numéroter par ordre croissant les valeurs absolues et pas les observations. Là, on s'intéresse aux distances à l'origine pour tout le monde, les individus positifs et les individus négatifs. Comme ça, tout le monde est pris en compte, tout le monde exerce une influence dans la numérotation, aussi bien les valeurs négatives que les valeurs positives. Alors ensuite, de nouveau, on va se focaliser sur les individus avec une valeur positive strictement. Voilà, donc j'ai mis un signe moins aux rangs qu'on va laisser tomber, donc les rangs provenant d'observations négatives ou nulles, hein. Si on avait un 0 comme pour le test des signes, on le classe avec les négatifs, hein. Donc vous conservez juste les individus qui avaient une observation strictement positive, vous gardez leur rang et vous allez faire la somme. Voilà, donc ça permet de déterminer une nouvelle variable aléatoire. On va noter grand W, donc qui est définie comme la somme des rangs pour les individus qui avaient une observation strictement positive. Voilà, donc vous comparez, hein, pour le test des signes sur cet exemple, la statistique grand S, elle prenait la valeur 2, et avec la nouvelle variable aléatoire, la nouvelle statistique grand W, on aura comme valeur observée petit w, 4 plus 2 égale 6. Voilà, donc cette variable aléatoire, c'est elle qui va jouer le rôle de statistique dans le test de Wilcoxon qu'on va exposer dans un instant. Bon là, pour démarrer, je veux juste me concentrer sur l'aspect calculatoire pour que tout le monde puisse déjà s'entraîner à numéroter les valeurs absolues. Après en TD, on verra des manips Minita pour contrôler si vous avez bien obtenu la bonne valeur de W. Voilà, donc ça, c'était juste un exemple et puis maintenant, on va, prendre du recul et imaginer, tout ce qu'on aurait pu, obtenir comme autre valeur de W sur d'autres échantillons. Faut pas se restreindre juste à un cas particulier, il faut vraiment avoir une vue d'ensemble, prendre de la hauteur, prendre du recul. On se place directement dans le cas général avec un échantillon de taille n, où n est un entier quelconque. Donc on suppose qu'on a numéroté par ordre croissant les valeurs absolues des observations contenues dans cet échantillon. Et les rangs, c'est donc les numéros obtenus par les valeurs absolues dans cette numérotation. Et on essaye de voir toutes les possibilités de résultats pour la somme, petit w, la somme des rangs provenant des observations strictement positives. Par exemple, W pourrait prendre la valeur 0. Imaginez un échantillon où toutes les observations sont négatives, donc vous numérotez leur valeur absolue, vous obtenez les numéros des rangs, mais vous n'en conservez aucun. Pour le calcul de W, il faudrait faire la somme des rangs provenant des observations strictement positives. Il n'y en a pas, donc cette somme, c'est la somme vide. Et une somme vide, ça vaut 0. Vous pouvez imaginer un échantillon où W prend la valeur 1. Si vous avez dans cet échantillon une seule observation positive, elle est très proche de 0. Toutes les autres observations négatives, elles sont plus loin de 0. C'est pour ça que l'unique valeur positive a le rang 1. Voilà, vous pouvez imaginer un échantillon où W prend la valeur 2. Voilà, vous vous rendez compte que cette variable aléatoire W, c'est une variable discrète, elle ne prend que des valeurs entières, 0, 1, 2, 3, etc. Ça ressemble un petit peu au début de la liste qu'on avait au premier cours.
quand on faisait la liste de toutes les valeurs possibles pour la statistique grand S du test des signes. Hein, ça démarre pareil, 0, 1, 2, 3. Mais où est-ce qu'on va? Pour la statistique grand S du test des signes, le maximum, c'était la valeur n. Tandis qu'ici, le maximum a une expression tout à fait différente, mais qu'on peut expliquer facilement. Imaginez un échantillon où toutes les observations sont strictement positives. Une fois que vous avez numéroté les valeurs absolues, ces numéros, ces rangs, vous allez tous les conserver et les sommer pour obtenir la valeur de W. Donc dans W, qu'est-ce que vous avez? La somme de tous les entiers, 1, 2, 3 jusqu'à n. Bon, ils apparaissent peut-être dans le désordre, mais n'empêche que la liste de valeurs que vous obtenez pour calculer W, c'est exactement bien la formule qu'on avait révisée en début de séance, les entiers 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n. Et ça vous explique que le maximum, la valeur maximale pour la variable aléatoire grand W, la statistique du test de Wilcoxon, ce maximum, ça sera 1 plus n fois n divisé par 2. Voilà. Mais donc c'est la seule différence par rapport au schéma qu'on avait pour la liste des valeurs possibles pour la statistique grand S du test des signes, hein. La valeur du maximum est différente. Pour le test des signes, on a un maximum égal à n. Pour le test de Wilcoxon, on a un maximum égal à n plus 1 sur 2, donc une formule facile à retrouver si on interprète cette valeur comme une somme de rangs où on prend tous les rangs, tous les entiers, 1, 2, 3 jusqu'à n. Alors sinon, il y a beaucoup d'analogies avec le schéma qu'on avait pour la statistique grand S du test des signes la semaine dernière. C'est-à-dire que sur cette liste de valeurs, les valeurs extrêmes, les très petites, là, du côté de 0, 1, 2, et les très grandes du côté du maximum, ça correspond toujours à des échantillons déséquilibrés. Hein, par exemple, pour des grandes valeurs de W, du côté du maximum, c'est des échantillons où vous avez essentiellement des valeurs positives. Bon, les quelques valeurs négatives, elles sont très proches de 0. Elles ont des rangs très petits. Donc essayez de vous représenter, ça fait vraiment un échantillon déséquilibré qui est vraiment reporté largement sur la droite au-dessus de l'intervalle des valeurs positives, hein. Il n'y a pas grand-chose du côté des négatifs, hein. Et pareil, quand W prend des valeurs très petites, là du côté de 0, 1, 2, pareil, c'est un échantillon déséquilibré avec essentiellement des valeurs négatives qui sont loin de 0. Les quelques rares valeurs positives, elles sont très proches de 0, c'est pour ça qu'elles ont des rangs très petits. Donc pareil, hein, c'est un échantillon qui n'est pas du tout équilibré autour de 0, il est vraiment franchement reporté sur la gauche du côté des nombres négatifs. Voilà, donc ça aura son importance pour la discussion dans le test de Wilcoxon. Dans quelle zone peut-on accepter l'hypothèse A0 du test de Wilcoxon? Dans quelle zone peut-on la rejeter? Ça va jouer un rôle analogue au raisonnement qu'on avait dans le test des signes au cours numéro 1. Alors dans le cours numéro 1, la statistique grand S pour le test des signes, elle suivait une loi très connue, la loi binomiale. Donc on était en mesure de calculer la probabilité de chaque valeur entière, hein. Vous avez une formule que vous révisez actuellement cette semaine en TD. Donc vous savez explicitement faire par vous-même les calculs de probabilité pour la loi binomiale, la statistique grand S. Ici, la nouvelle variable aléatoire W, elle a une loi plus compliquée, et niveau L3, on ne va pas vous embêter avec les formules permettant de calculer les probabilités de ces, euh, de ces valeurs entières là qu'on vient d'énumérer sur l'axe qui est dessiné en bas de l'écran. Si vous aviez besoin de telle ou telle valeur de probabilité pour W, pour tel ou tel entier, on vous donnerait, on vous ferait les calculs à votre place et on vous fournirait le résultat. Par exemple, si vous regardez à la fin de votre polycope, vous avez une table. Voilà la table numéro 13 qui justement vous donne des probas cumulés pour la statistique du test de Wilcoxon. On ne vous en donne pas pour le test des signes, parce que pour le test des signes, vous savez les calculer par vous-même, ces probabilités cumulées, hein. La statistique grand S suit une loi binomiale et vous savez calculer des probas cumulés pour une loi binomiale. Pour la loi de Wilcoxon, niveau L3, c'est un petit peu plus compliqué, donc on l'a fait à votre place. Et là, regardez pour différentes valeurs de n. Donc n, c'est toujours la taille de l'échantillon sur lequel vous travaillez, et différents entiers j. Voilà, on vous fournit des probas cumulés, hein. Donc s'il y a besoin d'un calcul de probabilité avec la variable aléatoire de Wilcoxon, on le ferait à votre place
du moins ici en L3. Et dans votre polycope, donc on vous donne les renseignements à la page 8, on donne un petit résumé des renseignements de base à connaître sur la loi de Wilcoxon. Regardez, on vous donne l'espérance, la variance, d'accord, hein, pour la loi binomiale. La semaine dernière, à l'occasion du test des signes, vous connaissiez l'espérance et la variance d'une loi binomiale depuis longtemps. Ici, pour la loi de Wilcoxon, vous ne pouvez pas le connaître, alors on vous le donne. On vous indique aussi que cette loi est symétrique. Souvenez-vous, pour la loi binomiale, la semaine dernière, c'était assez intéressant d'avoir une loi symétrique. Donc là, cette variable aléatoire W, même si vous ne connaissez pas en détail sa loi, on vous fournit le renseignement qu'elle suit aussi une loi symétrique. Alors maintenant qu'on a mis en place la notion de rang et tous les outils calculatoires dont on aura besoin, on peut commencer enfin à proprement parler la présentation du test Wilcoxon. Alors tout d'abord, les conditions, le contexte dans lequel on a droit au test de Wilcoxon. Il faut que le caractère suive une loi continue et on avait la même contrainte pour le test des signes. Si on avait un caractère qui suit une loi discrète, on n'aurait pas le droit d'appliquer le test des signes ni le test de Wilcoxon. Donc c'est une contrainte, mais quand même pas très importante comparée aux contraintes que vous aviez l'an dernier en deuxième année. En deuxième année, les tests qui ont été étudiés, quand vous aviez des petits échantillons, ils demandaient carrément que le caractère suive une loi normale. Une loi continue, ça n'aurait pas suffi. Donc c'était beaucoup plus contraignant que ces tests qu'on voit ici en L3. Là, on voit le progrès, hein, les tests qu'on est en train de voir ici en L3 vous permettent de traiter des situations plus vastes et vous permettent de traiter plus de cas qu'en deuxième année. Alors, comme toujours, quand on rédige un test, hein, la première chose à spécifier, c'est l'hypothèse H0 qu'on va tester. Donc, pour le test des signes, je vous rappelle que l'hypothèse H0, c'était une hypothèse de médiane nulle à l'échelle de la population totale. Pour le test de Wilcoxon, l'hypothèse H0 se formule différemment. C'est tout à fait une autre notion. Ça va être la symétrie autour de l'origine pour la loi du caractère X. Voilà, donc c'est pas la même hypothèse H0 pour les deux tests, hein, il faut faire attention de ne pas les confondre. Par exemple, Minitab, il commet cette erreur, vous verrez dans les affichages Minitab pour le test de Wilcoxon, Minitab, comme hypothèse H0, il écrit médiane nulle, comme pour le test des signes. Alors c'est pas rigoureux pour le test de Wilcoxon. Alors la circonstance atténuante qu'on peut imaginer pour Minitab, c'est que la présuppose au départ qu'on aurait déjà vérifié que la loi du caractère est symétrique autour de sa médiane. Donc après, bien sûr, s'il montre que la médiane est nulle, on récupère une symétrie autour de l'origine. Mais ça présuppose qu'il aurait fallu démontrer auparavant que la loi était déjà symétrique et ça il ne l'a pas fait, hein. Donc il faut être bien rigoureux. Dans la rédaction de l'hypothèse H0, la phrase à formuler, c'est la symétrie autour de l'origine pour la loi du caractère X. Alors justement, pour bien comprendre la différence qu'il y a entre les deux phrases, hein, ici à gauche l'hypothèse H0 pour le test de Wilcoxon, et là à droite l'hypothèse H0 pour le test des signes, hein. Donc on va démontrer que effectivement la symétrie autour de 0 entraîne la médiane nulle dans tous les cas. Mais attention, la réciproque est fausse. On va construire un exemple où on a la médiane nulle, mais on n'a pas forcément la symétrie autour de 0. Le caractère suit une loi continue. L'expression synonyme, c'est loi à densité, c'est-à-dire que ce caractère X admet une fonction densité. Alors sur le dessin, j'ai représenté en vert la courbe représentative d'une fonction densité. Bon, j'aurais pu prendre une fonction densité qui présente des discontinuités, hein. Quand vous parlez de fonction de loi continue, c'est pas la fonction densité qui doit être continue, c'est la fonction de répartition. Par exemple, en deuxième année, vous avez, je pense, rencontré la loi exponentielle, donc c'est une loi à densité, une loi continue, et pourtant la fonction densité, elle présente une discontinuité en 0, hein. Voilà, donc ça c'est juste une petite parenthèse que je referme immédiatement sur les lois à densité, les lois continues. En tout cas, un résultat fondamental que vous avez vu en deuxième année, quand vous avez une loi continue, une loi à densité, si vous regardez la surface comprise entre la courbe
représentatif de la fonction densité est l'axe des abscisses, mais vraiment toute la surface, depuis moins l'infini à plus l'infini, eh bien cette surface est toujours égale à 1. C'est dans la définition même de fonction densité. Une fonction densité, elle est toujours normalisée de façon à ce que la surface totale entre la courbe et l'axe des abscisses, cette surface totale doit toujours être égale à 1. Alors par exemple, la surface en bleu, ici à gauche, au-dessus de l'intervalle de moins l'infini à 0, cette surface représente la probabilité que x prenne une valeur négative. La surface en jaune, orange, à droite, au-dessus de l'intervalle 0 à plus l'infini, ça représente la probabilité que x prenne une valeur positive. Alors, inégalité stricte ou large, ça n'a aucune importance parce que vous savez très bien que pour les lois continues, les lois à densité, une inégalité stricte ou une inégalité large, ça revient au même, mais ça serait archi faux, bien sûr, pour une loi discrète. Donc justement, si vous faites la somme entre la surface en bleu et la surface en jaune, ça vous donne la surface totale égale à 1. Voilà, donc tout ce que je viens de dire ici, c'est vraiment très général. C'est valable pour n'importe quelle loi continue, n'importe quelle fonction densité. Dans la première démonstration que l'on veut effectuer, on part d'une loi continue qui n'est pas n'importe comment. C'est une loi symétrique autour de l'origine. C'est-à-dire que la fonction densité va être une fonction paire, comme vous pouvez le constater sur le dessin. La courbe représentative de notre fonction densité présente une symétrie autour de l'axe des ordonnées. Donc le morceau en bleu et le morceau en jaune, ils vont être symétriques et vont donc avoir la même surface. Alors on a vu que la surface du morceau en bleu et la surface du morceau en jaune, quand on les additionne, dans tous les cas, ça donne 1. Donc maintenant, comme les deux morceaux ont la même surface, je peux dire par exemple 2 fois la surface du morceau en jaune égale à 1. C'est-à-dire la surface du morceau en jaune égale à 1,5, pareil pour le morceau en bleu. Ça entraîne que la probabilité d'obtenir une valeur positive pour notre caractère x, cette probabilité est égale à 1,5, bien 50%. Et pareil, la probabilité d'obtenir une valeur négative, c'est aussi 50%. Et là, on reconnaît bien la définition de médiane nulle. La médiane nulle, c'est quand, pour un individu pris au hasard, le caractère x a une probabilité 50% d'afficher une valeur positive et aussi une probabilité 50% d'afficher une valeur négative. Voilà, donc là, on a démontré bien rigoureusement que sous l'hypothèse que le caractère x de loi continue suit en fait une loi symétrique autour de 0, alors ça implique, ça entraîne que forcément la médiane doit être nulle. Maintenant, il s'agit de voir que la réciproque est fausse, c'est-à-dire que lorsque vous avez une médiane nulle, vous n'avez pas forcément une loi symétrique. Donc on va récupérer un certain nombre d'éléments sur ce dessin. Par exemple, le morceau en bleu, donc on vient de voir qu'il a une probabilité 1,5, je vais le conserver à l'identique. Et le morceau en jaune ou orange, je ne sais pas trop quelle couleur c'est, on va juste légèrement le déformer, mais en lui conservant la même surface. Imaginez qu'il soit fabriqué en pâte à modeler, donc vous pouvez changer la forme, mais vous gardez la même quantité de matière. Donc on va le modifier, le déformer. On conservera la même surface 1,5 et on va aboutir à un exemple bricolé de la façon suivante. Voilà. Vous reconnaissez en bleu à gauche le morceau de surface 1,5 identique à l'image précédente. Et ici, à droite, un morceau lui aussi de surface 1,5, même s'il n'a pas la même forme. Donc le fait d'avoir le morceau en bleu là de surface 1,5, c'est-à-dire la probabilité de x négatif égale à 50%, et le morceau en jaune-orange de probabilité 50% 1,5, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une valeur positive égale à 50%. Donc vous voyez que vous conservez bien, malgré la modification qu'on a faite sur le dessin, on conserve bien la propriété de médiane nulle pour ce caractère x. Et pourtant, clairement, la loi n'est pas symétrique. Regardez la fonction densité, elle n'est plus paire.
Voilà, donc la moralité de tout ça, c'est que la phrase médiane nulle et la phrase loi symétrique autour de l'origine, elles ne sont pas complètement synonymes. Il y a des relations entre elles, mais ça ne veut pas dire exactement la même chose. Donc il faudra faire bien attention dans la formulation de l'hypothèse A0 pour le test des signes et la formulation de l'hypothèse A0 pour le test de Wilcoxon. Il faudra éviter absolument les confusions. Et maintenant, on va être en mesure de déterminer si on doit accepter ou rejeter cette hypothèse H0, cette hypothèse de symétrie autour de l'origine. Alors, on a déjà fait connaissance avec W, la statistique du test de Wilcoxon. On a dressé la liste de toutes les valeurs possibles pour cette variable aléatoire W. On a vu que c'était tous les entiers 0, 1, 2, 3 jusqu'au maximum n plus 1 sur 2. Et on avait expliqué d'où sort cette expression n plus 1 sur 2. Et aussi, on avait déjà identifié que les valeurs extrêmes sur cet axe, les valeurs que j'ai représentées en vert, elles correspondent à des échantillons déséquilibrés, des échantillons qui ne présentent aucune symétrie autour de l'origine. Donc on sait déjà que les valeurs extrêmes vont constituer la zone de rejet pour l'hypothèse H0. Ces valeurs en vert, c'est des valeurs incompatibles avec l'hypothèse H0. Par contre, au centre, là, ça correspond à des échantillons assez équilibrés. Si la valeur observée petit w se situe là ici dans un voisinage du milieu, ça veut dire que si on avait fait la somme des rangs pour les observations négatives, on aurait une valeur pas tellement éloignée de la somme des rangs pour les observations positives. C'est-à-dire que c'est assez équilibré, l'échantillon est équilibré en ce sens que du côté des observations positives et du côté des observations négatives, il y a à peu près la même structure. On trouve à peu près autant de petits rangs, c'est-à-dire d'observations proches de zéro. On en trouve à peu près autant du côté des négatifs et du côté des positifs. Pour les observations avec des rangs élevés, les observations loin de zéro, il y en a à peu près autant du côté positif que du côté négatif. Donc essayez de vous représenter la répartition de ces observations autour de zéro. C'est très équilibré autour de zéro et en plus on a une symétrie dans la répartition. Donc lorsque votre valeur observée petit w là pour la statistique de Wilcoxon, lorsque ce petit w tombera dans la zone centrale ici, on pourra accepter l'hypothèse H0. Et au centre, là, vous avez des valeurs compatibles avec l'hypothèse H0. Donc notre schéma de discussion, il a une structure qui ressemble pas mal à celle qu'on avait déjà au cours numéro 1, là, pour le test des signes. Une structure globale identique avec la zone d'acceptation au centre et la zone de rejet éclatée en deux morceaux aux extrémités. Bon, alors il y a quand même quelques petites différences. Le maximum qui n'a pas la même expression. Pour le test de Wilcoxon, c'est n plus 1 sur 2, alors que pour, pour le test des signes, c'était seulement n. Mais bon, on a compris maintenant d'où sort cette expression n plus 1 sur 2. Et puis, bon, l'anticritique, il n'aura pas la même valeur, bien sûr, mais il aura la même fonction. Il va servir de frontière entre les bonnes valeurs, entre les, les bonnes valeurs et les mauvaises valeurs. Et puis, il y aura la frontière symétrique à droite, donc qui s'obtient toujours de la même façon, maximum moins k, sauf que le maximum maintenant, c'est n plus 1 sur 2. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas la frontière symétrique dans le test des signes, elle s'écrivait n moins k, parce que pour le test des signes, la valeur maximale de la statistique c'était n. Ici, la valeur maximale de la statistique w c'est n plus 1 sur 2, donc la frontière symétrique, elle va s'écrire n plus 1 sur 2, le maximum moins k. Voilà, donc maintenant comment déterminer cette anticritique k? Bon, bien sûr, il n'aura pas la même valeur que pour le test des signes, mais au niveau des arguments, pour expliquer comment obtenir cette anticritique k, on va retrouver pas mal d'idées connues qu'on avait déjà la semaine dernière pendant le cours numéro 1. Donc l'idée générale pour n'importe quel test, quand on veut déterminer la valeur critique, l'anticritique, il faut surveiller l'ensemble des mauvaises valeurs qu'on a identifiées au préalable. Il faut que ces mauvaises valeurs, elles deviennent pas trop importantes. Il faut que leur probabilité ne dépasse pas le seuil alpha. Donc avec le dessin qu'on a sous les yeux, on arrive à évaluer la probabilité des mauvaises valeurs.
il y a déjà les mauvaises valeurs à gauche. Donc leur probabilité, c'est probabilité de W inférieure ou égale à K. Et le paquet de mauvaises valeurs à droite, leur probabilité, c'est probabilité de W supérieure au maximum moins K. Donc dans le cadre, la somme des deux probabilités, ça vous fait la probabilité des mauvaises valeurs, et donc ça ne doit pas dépasser le seuil alpha. Donc si vous avez bien en tête la vidéo numéro 1, le cours sur le test des signes, franchement il y a beaucoup d'analogies, hein. Il y a juste des W à la place des S, et puis le maximum c'est plus N, c'est N plus 1 sur 2, mais en gros il n'y a pas d'idée nouvelle. Alors, on ne connaît pas bien la loi de W, contrairement à la loi binomiale pour le test des signes, mais c'est pas grave, dans le Polycop, ils vous ont donné les informations minimales et ça suffit largement pour faire ce qu'on a à faire. Entre autres, ils vous ont indiqué que la variable W, elle est symétrique. Donc, les deux probabilités ici dans le cadre, en fait, elles sont identiques. Donc, je peux simplifier l'expression dans le cadre et écrire seulement 2 fois probabilité de W inférieure à K. Donc, dans le cadre en vert, j'ai bien une estimation, une évaluation exacte de la probabilité des mauvaises valeurs, tout l'ensemble des mauvaises valeurs, les deux paquets de mauvaises valeurs, celui de gauche et celui de droite. Donc, au total, cette probabilité ne doit pas dépasser le seuil alpha, mettons 5% pour fixer les idées, mais il faudra vous entraîner aussi à traiter d'autres seuils. Et si je fais passer le coefficient 2 à droite, j'obtiens probabilité de W inférieure à K. Cette probabilité cumulée, on reconnaît une fonction de répartition, elle ne doit pas dépasser le seuil alpha sur 2, elle ne doit pas dépasser la barre des alpha sur 2, c'est-à-dire, mettons 2,5% si vous travaillez avec le seuil 5%. Voilà, donc un argument absolument sans originalité. En gros, on révise, on répète ce qu'on avait au cours numéro 1. Il y a juste à adapter les notations. On a des W à la place des S. Alors la loi, bien sûr, on ne la connaît pas. Bien sûr, c'est pas une loi binomiale, mais ça, c'est pas grave, puisque tous les calculs de probabilité, dès que vous êtes avec la loi de Wilcoxon, on vous les a fait à votre place. Voilà, donc des probas cumulées, justement, dans votre Polycop, vous avez une table avec des probas cumulées et ça va nous aider à obtenir l'entier critique. Donc, comme dans le cours numéro 1, l'entier critique, ça va être le plus grand entier, le dernier entier pour lequel la proba cumulée reste encore une dernière fois inférieure à alpha sur 2. À la fin du Polycop, mettons qu'on travaille avec un échantillon de taille 12, avec un seuil, voilà, donc on se concentre sur cette colonne-là ici. Voilà, imaginez que vous travaillez avec le seuil 5%, donc il faut regarder à quel moment vous allez franchir la barre de alpha sur 2, c'est-à-dire du 2,5%. Voilà, donc je le mets ici dans un coin. Et on va répéter exactement la même démarche qu'on avait déjà pour déterminer un entier critique lorsqu'on travaillait avec une loi binomiale. On va lire nos probas cumulés de haut en bas, les probas cumulés vont en croissant, elles grandissent, et on va surveiller à quel moment on dépasse 2,5%. Voilà, donc les probabilités cumulées n'ont pas les mêmes valeurs qu'avec la loi binomiale, évidemment, mais le raisonnement, le protocole pour obtenir l'entier critique, c'est le même. Alors, je lis les probas cumulées, donc au début elles sont très petites, ça commence à grandir, là je suis à quelque chose de l'ordre de 1%, c'est encore du 1%, 1,7%, là j'ai du 2,1%, on est encore en dessous de 2,5%, et après juste là, voilà, là ici, vous voyez j'ai du 2,6% à ce niveau-là, voilà, donc là j'ai dépassé le 2,5%, donc là on s'arrête. Alors l'entier critique, c'est pas l'entier apparaissant au niveau de cette ligne où vous avez le 2,6%, je répète, aussi bien pour le test des signes que pour le test de Wilcoxon. L'entier critique, c'est le plus grand entier, le dernier entier pour lequel on est encore une ultime fois, une dernière fois en dessous de la barre des 2,5%. Donc vous avez pratiqué cet argument cette semaine pour le test des signes avec la loi binomiale en TD, vous avez fait ça en détail. Voilà. Donc il faut prendre la dernière proba cumulée qui est la dernière qui se trouve encore en dessous de 2,5%. C'est-à-dire c'est le 2,1% qui est là, pas le 2,6% en dessous, le 2,1% qui est là. Voilà, alors ça correspond à quel entier? Voilà, ça va correspondre, on est sur la ligne correspondant à 13. Voilà, donc pour n égale 12 et un seuil 5%, l'entier critique
Pour le test de Wilcoxon, c'est 13. Bon, c'est beaucoup plus grand que l'anticritique qu'on aurait eu pour le test des signes, hein, mais c'est normal puisque la liste de toutes les valeurs possibles pour la statistique, elle est bien plus grande, hein. Si vous allez jusqu'à nn plus 1 sur 2, alors qu'est-ce que ça fait nn plus 1 sur 2 là avec n égale 12, ça fait 13 fois 6, ouais j'ai un petit peu la flemme de le faire, faudrait voir. En tout cas la valeur maximale de W elle est très grande, donc c'est pas étonnant qu'on ait un anticritique assez grand aussi. Alors pour se corriger, vous remontez juste d'une page, et puis en bas de la page correspondant à la table 12, bon il y a une première table qui servira seulement la semaine prochaine pour le test de, de Mann-Whitney, mais en bas de page, là je vais récupérer l'espace qui restait, et il y a une petite table pour le test de Wilcoxon, une table qui fonctionne seulement pour le seuil 5%. Et elle vous donne les entiers critiques pour les premiers effectifs n. Donc ici pour n égale 12, voilà on est ici, regardez pour n égale 12, vous pouvez vous corriger, effectivement l'entier critique c'est 13. Voilà, ça vous sert de correction. Donc entraînez-vous pour d'autres valeurs de l'effectif n. Ici, entraînez-vous à déterminer l'anticritique pour le seuil 5%, hein, donc vous avez une correction sur la page précédente. Et puis pour d'autres seuils, voilà, cette table des probas cumulés, elle fonctionne très bien, elle s'adapte vraiment à tous les seuils alpha, donc à vous de vous entraîner. Et bon, alors bien sûr, elle s'arrête aux échantillons de taille 12, hein, elle ne va pas au-delà. Alors justement, pour compléter, suivant, avec la table 14, vous avez une autre table qui fournit des entiers critiques là, pour le test de Wilcoxon. Et celle-là, elle va jusqu'à des effectifs très très grands, on va jusqu'à n égale 50, hein. Voilà, donc justement, en TD, quand vous ferez l'exercice numéro 2, à la fin du polycope, là sur la feuille numéro 1, là vous avez un échantillon de taille 20, n égale 20, donc effectivement les tables précédentes, là qui s'arrêtent à n égale 12 ou 15, elles ne seraient pas euh, exploitables dans ce cas-là, mais regardez ici, l'échantillon un échantillon de taille 20, vous arriverez à le traiter avec cette table numéro 14. Bon, alors ça marche pas pour tous les seuils, mais quand même, vous avez du choix, hein. Vous avez le seuil 10%, 5%, 2%, il y a quand même un petit peu de choix. Donc, la zone centrale, c'est la zone d'acceptation. Donc là, on a une symétrie. On peut considérer qu'effectivement, on a une symétrie autour de l'origine pour notre caractère X. Par contre, lorsque vous êtes aux extrémités sur les points en vert, là, le caractère a une distribution qui n'est pas du tout symétrique autour de l'origine. Bon, peut-être qu'il a quand même une médiane nulle, hein, c'est pas interdit, mais on n'a pas la symétrie autour de l'origine. Puis bon, bien sûr, toujours il y a le problème du risque d'erreur, hein, qui n'est pas le même selon que vous rejetez H0, que vous acceptez H0. Je ne vais pas y revenir, hein, puisque je l'ai détaillé en long et en large à l'occasion de la vidéo numéro 1. Alors, comme pour tous les tests, hein, il y a toujours deux méthodes qui fonctionnent en parallèle. Donc là, on vient de voir la méthode qui consiste à comparer la valeur observée W avec la valeur critique. Et en parallèle, vous avez aussi la méthode de p-valeur. Voilà. Hein, donc, dans la vidéo numéro 1, on avait décrit assez en détail le fonctionnement de cette méthode, comment calculer la p-valeur de l'échantillon quand vous êtes dans le cadre d'un test des signes. Et ici, ben, ça va se passer un petit peu de la même façon. De nouveau, vous tracez sur un axe vous tracez un axe avec l'ensemble de toutes les valeurs possibles pour votre statistique grand W. Donc ça démarre avec les entiers 0, 1, 2, 3, etc. Sauf que vous allez maintenant jusqu'à le maximum, maintenant c'est plus n, hein, c'est n plus 1 sur 2. Donc le milieu ici, c'est plus n sur 2, hein, c'est n plus 1 sur 2 divisé par 2, donc n plus 1 sur 4. Voilà. Et donc, dans la vidéo numéro 1, je vous avais fait des arguments très détaillés, des schémas très détaillés, pour montrer comment on construit la formule de p-valeur. Alors il fallait distinguer 2 cas selon que la valeur observée était dans la première moitié ou bien dans la deuxième moitié s'il y avait une légère différence. Donc là, ça sera pareil, hein, pour construire la formule de p-valeur pour le test de Wilcoxon, il faudra distinguer la situation où la valeur observée petit w tombe dans la première moitié,
ou bien, deuxième cas, si elle tombe dans la deuxième moitié, l'argument n'est pas exactement le même. Alors, comme je l'ai détaillé abondamment dans la vidéo numéro 1, vous avez toutes les idées, tous les arguments à votre disposition et vous pouvez maintenant rédiger vous-même la partie de cours correspondant à la p-valeur dans le cadre d'un test de Wilcoxon. C'est pas un exercice compliqué que je vous laisse à faire là, hein, avec ce que vous avez appris en cours la dernière fois, ce que vous avez fait en TD cette semaine, vous avez calculé des p-valeurs pour des tests des signes, et bien adapter les mêmes idées pour créer les formules de p-valeurs dans le cadre d'un test de Wilcoxon. Quand vous travaillerez en TD avec Minitab, soyez très suspicieux vis-à-vis de la p-valeur que vous affiche Minitab, parce que pour son calcul de p-valeur, il fait une approximation par la loi normale. Donc qui dit approximation dit erreur d'approximation, et le problème c'est que pour les petits échantillons, l'erreur d'approximation, elle n'est pas négligeable, hein. Donc la p-valeur que vous donne Minitab pour les petits échantillons, faites attention. À ce stade, pour un petit échantillon, avec un effectif n pas trop grand, on est parvenu à calculer un entier critique et une p-valeur. Maintenant, comment on doit procéder dans le cas d'un gros échantillon avec une taille n plus importante? Les tables d'entiers critiques, hein, pour le test de Wilcoxon ne vont pas suffisamment loin. Alors c'est pas un problème parce qu'on va pouvoir faire une approximation par la loi normale comme au cours précédent. Donc on va créer une variable aléatoire z qui suivra approximativement la loi N01. Bon, bien sûr, il y a une erreur d'approximation, mais lorsque n est grand, on peut négliger cette erreur d'approximation. Alors, comment se fabrique cette variable aléatoire z? Pareil, si vous avez bien en tête votre cours numéro 1, il n'y a pas d'idée nouvelle, il faut juste un peu adapter les notations. Voilà, donc vous prenez votre variable aléatoire, vous lui retranchez son espérance, ça c'est pour obtenir une variable aléatoire qui soit centrée, c'est-à-dire qu'elle ait une espérance nulle. Vous divisez par son écart type, ça c'est pour obtenir une loi qui soit réduite, hein. Une loi réduite, c'est une variable aléatoire qui a un écart type égal à 1. Et puis comme on part d'une variable aléatoire W qui est discrète, et on la remplace par une variable Z d'une loi d'une nature complètement différente, hein. Z elle a une loi à densité, donc pour essayer de combler le fossé entre loi discrète et loi continue, loi à densité, il y a un petit rectificatif ici, un petit terme 1,5 qui se rajoute, mais on l'avait déjà la semaine dernière. Voilà, donc rien de bien nouveau, vous aviez à peu près la même formule la semaine dernière pour le test des signes, sauf qu'on avait une variable grand S à la place de W. Alors l'espérance de la loi de Wilcoxon et sa variance, elles sont fournies dans le polycope, vous avez les formules, il y a juste à les injecter, hein. Voilà, et la suite, eh bien, bah, j'ai presque plus rien à dire, hein, pour la suite. Ça se passe exactement comme la semaine dernière dans le cours numéro 1. À partir du moment où on commence à travailler avec la variable z, on oublie complètement la variable précédente. Est-ce que c'était une loi binomiale S? Est-ce que c'était une loi de Wilcoxon W? Elle n'intervient plus, hein. On fait entièrement comme si on avait exactement une loi normale. Donc, il y avait une valeur critique à déterminer. J'ai pris le temps au cours numéro 1 de vous décrire ça en détail, donc je ne vais pas le répéter maintenant. Alors la valeur observée, il y a juste la notation qui change, hein. Vous partez de la définition de grand Z, donc les nombres, espérance et variance, c'est des constantes, vous les trouvez dans votre polycope, et pour avoir la valeur observée de grand Z, vous remplacez juste le grand W par sa valeur observée, petit w, et avec ça, vous pouvez calculer la valeur observée de la variable grand Z, et vous avez le schéma de discussion classique lorsqu'on travaille avec une loi normale. Et aussi, la semaine dernière, j'avais détaillé comment obtenir une formule de p-valeur lorsqu'on travaille avec une loi normale. Donc tout le travail a été fait la semaine dernière, et vous récupérez ça à l'identique. Sur le premier exemple traité en début de séance, on n'avait pas eu de difficulté à numéroter les valeurs absolues parce qu'il n'y avait pas de répétition au sein des valeurs absolues. Alors maintenant, il faut qu'on apprenne à traiter le cas où se produisent des ex-aequo parmi les valeurs absolues. Je vous ai rapporté de nouveau un petit échantillon de taille 6. Voilà, donc au niveau de l'échantillon, vous ne voyez pas d'ex-aequo, hein.
Il y a 1,3 avec un signe plus et moins 1,3, c'est pas la même chose. Voilà, autrement toutes les autres valeurs sont différentes. Alors vous faites comme tout à l'heure, hein, on veut estimer la proximité de nos observations, leur proximité par rapport à l'origine, 0, et ça c'est mesuré par la valeur absolue. Donc sur la première ligne, hop, vous notez vos valeurs absolues et ensuite vous entreprenez de les numéroter. Sauf que problème, regardez le 1,3 il apparaît 2 fois. Alors est-ce que je vais mettre le numéro 1 ici et le numéro 2 là? Ou bien l'inverse, est-ce que je mets le numéro 1 ici et le numéro 2 là? La ambiguïté. Donc on ne sait pas trop, donc j'ai souligné ces rangs là qui posent problème, je les ai soulignés là avec un petit trait ondulé pour qu'on se souvienne qu'il va falloir arranger ce problème. Et puis après vous continuez, donc après la valeur absolue 1,3, il y a la valeur 1,4. Voilà, donc elle prend le numéro suivant, comme vous avez déjà épuisé le numéro 1 et le numéro 2, donc elle va prendre le numéro 3. Après la valeur absolue 1,6, elle a le numéro 4, donc vous voyez vos observations qui s'écartent, qui s'éloignent de plus en plus de 0, il y a les valeurs absolues qui augmentent. Après il y a la valeur absolue 2,1, donc elle a le numéro 5, et la plus grande 2,5, elle a le numéro 6. Voilà. Donc, mis à part les 2 premiers numéros, les autres, ça se passait comme avant, comme dans le premier exemple en début de séance, on n'a pas de problème pour numéroter. Le problème, c'était cette valeur 1,3 qui se répète 2 fois là au niveau des valeurs absolues. Vous, en numérotant, peut-être que vous avez écrit ici 1, et puis là 2. Pour les autres cases, vous avez la même chose, mais effectivement, les cases soulignées en ondulé, il y a de l'incertitude. Alors, pour mettre les gens d'accord, tout simplement, on fait la moyenne entre 1 et 2. Voilà, donc la moyenne c'est 1,5 et on remplace ces ex-aequo, ils auront tous les deux le même numéro, le numéro 1,5. Voilà, c'est plus un entier, mais au moins il y a, il y a égalité entre ces deux ex-aequo. Voilà, donc c'est- ces nouveaux numéros, on appelle ça les rangs moyens, hein, parce qu'on est amené parfois à faire des moyennes, et donc ne soyez pas surpris, cette fois-ci on ne trouve pas forcément toujours des valeurs entières, hein. On peut avoir des valeurs virgule 5, vous avez un exemple ici. Et puis passer cette difficulté, après ça continue comme dans le premier exemple en début de séance, c'est-à-dire que vous allez conserver seulement les rangs provenant des observations strictement positives. Hein, les rangs des observations négatives ou nulles, vous les laissez tomber. Donc là, vous allez conserver seulement le rang 1,5 et le rang 3. Voilà. Et la statistique pour le test de Wilcoxon, sa valeur observée, ça sera la somme de ces deux rangs, c'est-à-dire en l'occurrence 4,5. Pour ce nouveau test de Wilcoxon, la statistique sera notée W étoile. C'est la tradition en statistique de signaler les problèmes d'ex-aequo par une petite étoile en exposant. Alors comme dans le premier test de Wilcoxon, on commence par dresser la liste de toutes les valeurs possibles pour cette nouvelle statistique W étoile. Alors bien sûr, on a les valeurs entières 0, 1, 2, 3 jusqu'à n plus 1 sur 2, comme pour la statistique W, mais en plus se rajoutent les valeurs intermédiaires, les nombres décimaux avec une virgule 5. Mais sinon, cet ensemble de valeurs s'organise comme la liste des valeurs pour la première statistique W, c'est-à-dire que les mauvaises valeurs sont situées aux extrémités et on a la zone d'acceptation au centre. Alors il faudrait bien sûr déterminer une valeur critique pour servir de frontière entre ces bonnes valeurs et ces mauvaises valeurs. Dans le cas avec ex aequo, vous ne pouvez pas utiliser les tables du Polycope qui nous avait servi tout à l'heure, parce que ces tables sont construites, sont conçues uniquement pour le cas sans ex aequo. Je n'ai pas attiré votre attention là-dessus tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment rien que des tables pour le cas sans ex aequo. Voilà, sans ex aequo. Donc il faudrait ajouter des tables en plus pour le cas avec ex aequo. Ces tables contiendraient 2 fois plus de valeurs à cause de tous les termes qui viennent de se rajouter, tous les nombres virgule 5. Donc ces tables deviendraient un peu trop volumineuses dans le Polycope. C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas les y insérer. Donc dans le résumé de cours, ici, le mot impossible est largement exagéré. Évidemment que vous pourriez conclure votre test dans le cas avec ex aequo,
Vous pourriez décider si on peut accepter ou rejeter l'hypothèse H0. Simplement, il faudrait qu'on vous apporte la table adéquate. Simplement, il vous manque le bon document. Sinon, pour les grands échantillons, vous pouvez toujours vous en sortir à l'aide d'une approximation par la loi normale. Donc je ne parle même plus de la valeur critique, de la zone d'acceptation, de la formule de p-valeur pour une loi normale. On a fait tout ça en détail au cours numéro 1. Donc la seule chose qui reste à préciser dans cette approximation pour pour la variable aléatoire W étoile, c'est comment on va construire la variable aléatoire Z qui suivra cette loi normale. Donc vous prenez votre variable aléatoire W étoile, on lui retranche un certain nombre M étoile, on va voir dans un instant sa définition, et on divise par une sorte d'écart type sigma étoile, dont les formules sont données dans votre polycope. Voilà, donc ici vous avez la formule pour M étoile, et là la formule pour sigma étoile. Donc vous voyez que ces formules font intervenir des nombres D0, Dj, qui sont définis comment? Alors pour cela, il faut regrouper les valeurs absolues en paquets d'ex aequo. Vous créez des paquets qui vont regrouper tous les individus qui ont la même valeur absolue. Par exemple, le paquet C0, c'est pour les individus qui présentent une valeur nulle. Et donc pour chaque paquet CJ, DJ, ça sera le nombre de termes dans ce paquet. Donc le mieux, c'est de regarder comment ça fonctionne sur un exemple. Ici, sur cet exemple, le paquet C0, il contiendra un seul terme. Le paquet C1, donc il regroupe tous les individus dont la valeur absolue vaut 1,2. Bon, il y a un seul individu dans ce cas, donc le paquet C1, il contient un seul terme. Ensuite, le paquet C2, donc ça regroupera tous les individus dont la valeur absolue est égale à 1,7. Donc là, ça représente 3 individus. Et pour terminer, le paquet C3 donc regroupe tous les individus qui ont une valeur absolue égale à 2,1, donc c'est le cas de 2 individus. Voilà, donc les nombres D0, D1, D2, D3, c'est le nombre de termes dans ces paquets, et on identifie comme ça facilement les nombres D0, D1, D2 et D3. Et on va les injecter dans la formule du polycope. Donc par exemple, dans le cas d'un échantillon où il n'y a pas de valeur nulle, D0, il est nul. Donc il y a tout ce terme-là qui disparaît. Ici aussi, ce terme-là disparaît. Ça simplifie déjà les formules. Et puis, dans les paquets où il y a un seul terme, c'est-à-dire les valeurs qui ne présentent pas d'ex aequo. Donc là, vous avez dj égale 1. Voilà. Dans le cas où il n'y a pas d'ex aequo, une valeur isolée, et puis dans ce cas-là, dj au cube moins dj, il est égal à 0. Donc ça fait de nouveau plein de termes qui disparaissent dans la formule, ce qui permet de calculer plus facilement ces nombres m étoiles et sigma étoiles.